Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été plus de 6000 à regarder celle sur la dépendance au cannabis. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, il va être question de cocaïne, quelles sont ses origines, son histoire, quels sont ses effets sur le corps et l'esprit et comment s'en débarrasser bien sûr. Tour d'horizon en quelques minutes. La cocaïne, c'est une molécule dite alcaloïde, c'est-à-dire une molécule azotée que l'on retrouve extraite d'une substance naturelle qui est la feuille de coca, et c'est en cela la grande sœur du tabac, puisque la nicotine est également un alcaloïde qui est extrait des plantes de tabac. On retrouve trace de la cocaïne 1000 ans avant Jésus-Christ en Amérique du Sud chez les Incas qui mâchaient les feuilles de coca pour leurs propriétés euphorisantes et stimulantes. En Europe, elle sera exportée bien plus tard, au XVIIIe siècle. Pour autant, on trouve aussi des traces de cocaïne sur les momies égyptiennes, donc on peut supposer que c'est une molécule ancestralement connue. C'est au XIXe siècle que la cocaïne va connaître un véritable boom, grâce ou à cause d'un médecin de 28 ans qui s'appelle Sigmund Freud. Sigmund Freud, à cette époque, il est en recherche de publications scientifiques, notamment pour des raisons financières. Il découvre la cocaïne et voilà un formidable médicament de lutte contre la dépression et l'anxiété, un stimulant. Et puis, parallèlement, il y a un ophtalmologiste qui s'appelle Karl Köhler qui va trouver des vertus anesthésiantes dans sa pratique chirurgicale avec la cocaïne, notamment parce que la cocaïne dilate les pupilles, ce qu'on appelle la mydriase, et permet de calmer la douleur, et donc il va y avoir énormément d'opérations chirurgicales pratiquées sous cocaïne. Paradoxalement, la cocaïne va connaître un véritable essor marketing avec un homme qui s'appelle Mariani. Il fait du vin rouge et il va avoir l'idée de mélanger des feuilles de coca à son vin rouge, une boisson extrêmement énergisante, le vin Mariani, et c'est le début du Coca-Cola, et on retrouvera de la cocaïne dans le Coca-Cola jusqu'en 1910. Avant d'arriver en France, principalement dans les années 80, la cocaïne a fait des ravages aux États-Unis, mais à cette époque, c'est plutôt une drogue qui est réservée à une certaine élite parce qu'elle est très chère, le gramme est à environ 150 €. Puis les narcotrafiquants ont finalement inondé le monde entier parce que le marché américain était saturé, et du coup, ça donne un produit qui est aujourd'hui à environ 40-50 € le gramme, et ce qui fait que malheureusement, les consommateurs se sont diversifiés. Aujourd'hui, on trouve de l'étudiant à l'artisan et jusqu'au cadre moyen ou supérieur, donc c'est une drogue qui fait des ravages auprès de toute la population, et c'est un fléau vraiment à prendre en compte parce que les risques sont majeurs. La cocaïne, on peut la trouver sur plusieurs formes et sur plusieurs modes de consommation. On connaît plus facilement la poudre blanche, qui est issue de beaucoup d'étapes chimiques pour la purifier. Elle se sniffe. C'est un peu cette idée de la cocaïne festive qui ne serait pas dangereuse, alors que les risques pour la santé sont très importants, aigus ou chroniques. Mais on peut aussi retrouver la cocaïne à l'état de caillou, ce qu'on appelle le crack, qui est issu d'une basification. On a plutôt tendance à retrouver le crack dans des milieux beaucoup plus précaires, mais aujourd'hui le crack se démocratise aussi malheureusement, et donc le crack lui se fume. D'ailleurs, il y a une façon de fumer le crack qui est de mettre la galette sur du papier aluminium, d'en inhaler les vapeurs, et c'est ce qu'on appelle chasser le dragon, tellement les effets sont intenses lorsque le consommateur va utiliser ce mode d'inhalation. Et puis il y a aussi une manière un peu plus artisanale de basifier sa cocaïne, ce qu'on appelle le freebase. Et là, les consommateurs sont des cuisiniers, des chimistes apprentis, et en mélangeant de l'ammoniac à la cocaïne, on obtient également ces galettes qui sont fumées. Il peut arriver aussi parfois, parce que la cocaïne est soluble, qu'elle soit injectée de la même manière que l'héroïne. Et puis bien sûr, il y a souvent des mélanges, et la cocaïne n'aime pas être seule, et on retrouve souvent des mélanges avec l'alcool, qui va créer une molécule tout à fait particulière qui s'appelle la cocaéthylène, et du coup ça va accentuer les effets de la cocaïne qui vont être un peu potentialisés, et la descente, c'est-à-dire derrière tous les effets qui s'arrêtent de la cocaïne, eh bien, vont être un peu modérés par l'alcool. Certains utilisent également un mélange de cocaïne et d'héroïne, ce qu'on appelle le speedball. On peut le retrouver également avec du cannabis. Enfin, les consommations sont en général associées, et c'est tout le danger aussi de la cocaïne. Lorsque le consommateur va sniffer ou inhaler sa cocaïne, l'effet va être extrêmement rapide et extrêmement intense en moins de 3 minutes, et c'est un véritable boom neurologique qui va se passer avec cet effet d'extrême euphorie, de toute puissance, l'anxiété s'en va,
Et c'est ce qui crée cet état de bien-être, et certains consommateurs disent je ne me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai sniffé mon premier rail de coke. Et donc c'est tout l'effet pernicieux de la cocaïne et qui au fil du temps va complètement disparaître puisqu'on va complètement perdre, comme dans toute dépendance, l'effet intéressant, l'effet festif. Et on va rentrer dans une consommation prison, c'est-à-dire une consommation besoin et plus du tout dans une consommation plaisir. C'est tout le piège de l'addiction. C'est un boom neurologique parce que, je vous l'ai souvent expliqué, la dopamine, qui est un neurotransmetteur, va être sécrétée en grande quantité. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Et toute addiction va détourner ce circuit de la récompense du système limbique, le circuit droit du cerveau. Mais en plus de ça, la cocaïne, elle fait ménage à trois, c'est-à-dire qu'elle va aussi permettre la sécrétion de noradrénaline, qui a un effet extrêmement stimulant. Et également la sécrétion massive de sérotonine, qui est également une hormone du plaisir et de la confiance, la sérotonine, que l'on retrouve dans les antidépresseurs. Donc on comprend bien que ce cocktail-là peut provoquer un effet de bien-être intense qui est complètement illusoire et complètement artificiel, bien évidemment. On peut également dire que la cocaïne est un produit, une substance psychoactive qui a une accroche extrêmement importante, exactement comme le tabac. Le tabac, c'est la drogue la plus puissante au monde, elle monte au cerveau très rapidement. Et bien la cocaïne, comme je vous le disais, c'est sa grande sœur, et le pouvoir addictogène de la cocaïne est quand même très important, beaucoup plus que certains produits. Il y a en fait 3 étapes lorsque le consommateur utilise la cocaïne. Il y a d'abord cette montée que j'ai décrite, c'est-à-dire la désinhibition, la toute-puissance, la perte d'anxiété, la stimulation extrême. C'est ce qu'on appelle le height, c'est la montée, et qui bien sûr dure peu de temps, quelques minutes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le crash, c'est la descente, où là on a un effet d'anxiété extrêmement important, de culpabilisation, cette descente-là, et par la suite, il y a un craving qui est extrêmement puissant. Le craving, c'est le besoin impérieux d'utiliser le produit, et c'est une véritable prison. Il peut être très très fort. Tous les fumeurs de tabac savent de quoi je parle. Lorsqu'ils n'ont pas de cigarette depuis un petit moment, eh bien, il y a ce besoin impérieux d'avoir le produit. Eh bien, il faut savoir que pour la cocaïne, c'est démultiplié et que c'est juste atroce. Comment savoir si on est dépendant de la cocaïne? Parce que, bien entendu, un individu qui va sniffer un rail de coke pendant une soirée ne va pas forcément développer une dépendance, heureusement. Mais lorsque l'on commence à être centré sur sa consommation, lorsque le produit prend trop d'importance, lorsqu'on passe d'une consommation plaisir à une consommation besoin, lorsqu'on perd le contrôle, eh bien on entre dans la dépendance. Et les conséquences peuvent être bien sûr dramatiques, des conséquences indirectes de désociabilisation, puisque on est tellement centré autour du produit que le risque c'est de tout perdre. Et puis les conséquences physiques, d'abord un peu aiguës, puisque comme je vous l'ai dit, la cocaïne c'est un produit qui maintenant est très peu cher, et du coup il est coupé un peu avec n'importe quoi. D'une manière générale, la cocaïne fait augmenter la pression artérielle, comprime les vaisseaux, et on peut retrouver des arrêts cardiaques ou des AVC. Il y a toute une problématique aussi de sphéro-RL, puisque lorsque l'on inhale ces produits, ça provoque de fortes irritations, et on peut retrouver des nécroses, par exemple du nez, enfin des choses absolument épouvantables. Les conséquences psychologiques, bien sûr, sont très importantes, avec ce craving, cette culpabilité, cette angoisse extrêmement importante dans la prison de l'addiction. Et puis, bien sûr, ça peut parfois pousser à des dépressions très importantes, voire même des états psychotiques qui sont non négligeables. Donc les conséquences sont absolument énormes pour la cocaïne. Comme dans toute problématique addictive, la culpabilité est un élément clé chez le fonctionnement des consommateurs. Voilà pourquoi il est essentiel de ne jamais culpabiliser la personne, mais l'inciter à consulter des professionnels de santé, parce qu'il est souvent difficile de s'en sortir seul. Ça peut passer par une hospitalisation, mais il y a aussi beaucoup de moyens ambulatoires de se sortir de la cocaïne. Il y a un peu 2 étapes pour la cocaïne. Il y a le sevrage en lui-même qui peut être un peu intense, puisque, comme je vous l'ai dit, le craving est extrêmement important. Pour vous donner une anecdote, beaucoup de consommateurs utilisent des tickets de métro pour sniffer la cocaïne, et certains disent que lorsque du coup ils prennent le métro, ils ont des fortes envies de consommer de la cocaïne. C'est vous dire l'emprise cognitive que peut avoir ce produit-là. Donc il faut être très entourant pendant le sevrage. On dit qu'un sevrage réussi, il faut peut-être suivre la personne toutes les semaines pendant 6 mois, 1 an. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement derrière qui est aider à ne pas rechuter, parce que les rechutes malheureusement sont assez nombreuses, elles font parfois partie du processus, mais il est très important que la personne soit entourée dans son projet de vie,
une abstinence heureuse pour que cela tienne dans le temps. Personnellement, j'utilise l'hypnose ericksonienne, qui est un formidable outil d'accompagnement au sevrage, quelle que soit la substance psychoactive ou le comportement. Parce que notamment l'hypnose est un outil qui permet de retrouver des sensations corporelles, de piquer ses émotions, et un des traits caractéristiques des personnes dépendantes, c'est la difficulté à gérer ses émotions, et du coup les émotions ont été mises sous cloche artificiellement avec ces produits. Et bien l'hypnose permet de beaucoup travailler là-dessus, et c'est extrêmement intéressant. Et puis je dirais aussi que lors de mes séances, j'entretiens la motivation, parce que vraiment c'est un élément clé en addictologie, entretenir cette motivation-là pour qu'elle dure dans le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, aura été éclairante. Un petit conseil lecture si vous souhaitez approfondir le sujet avec l'excellent addictologue, le professeur Laurent Carilla, Une histoire de poudre chez Flammarion. Merci de votre fidélité. On se retrouve, si vous le souhaitez, sur mon site yann-botrel.fr. À bientôt.